Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Mur des légendes, le 22e du nom, pour parler d'un joueur, The Snake, tel qu'il était surnommé, qui a passé 5 saisons à l'AS Monaco, qui a fait partie de belles équipes en tout cas, mais voilà, qui peut-être laissera un goût d'inachevé. On va en parler avec Boris et Rome, bien sûr, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et on a fait le pari surtout, on peut le dire, hein, parce que vous savez, on enregistre toujours un petit peu à l'avance. On s'est dit, est-ce qu'on prendrait pas un mec qui a joué à Monaco et au Paris Saint-Germain avant la finale de Coupe de France PSG Monaco? C'est un petit risque. On n'a pas encore joué Rumilly, mais c'est Rumilly. Donc, est-ce que c'est vraiment un risque? La finale, c'est Montpellier-Rumilly, on a l'air con. Voilà, exactement. Vous nous direz en J'aurai le temps, si on a j'aurai le l'air temps de con. faire du montage. J'aurai le temps de faire du montage. Si Alors, c'est mais le c'est cas. pas grave. Moi, sinon, je veux bien, qu'on s'en amuse. Mais voilà. Youri Djorkaeff, donc joueur que pour ma part, moi j'ai découvert avec la Coupe du Monde 98. Enfin voilà, génération Footix. Mais qui était, je l'avais eu l'occasion de le dire avec Barthès, mon joueur préféré de cette équipe de France 98 justement. Donc voilà, je suis quand même assez content de faire cette émission sur ce joueur-là, qui a donc passé 5 saisons Rome à l'AS Monaco, qui est arrivé en 1990 en provenance de Strasbourg. Ouais, provenance de Strasbourg. Il avait débuté à Grenoble, originaire de Lyon. Hein, Ouais. Youri Djorkaeff, personne n'est parfait. Non, mais d'ailleurs, finalement, il va Et partir pour cette raison, il ne sera pas sur le mur. Voilà. Mais oui, non, mais du coup, pour le coup, c'est un Lyonnais, mais il n'a jamais joué à l'OL. Il va partir assez rapidement à Grenoble par faire sa formation. Et après un petit passage d'une saison à Strasbourg en 89-90, une bonne saison, il va arriver à Monaco donc en 90. Et comme tu l'as dit, il y passera 5 années, 5 années plutôt pleines collectivement, même si, et on y reviendra évidemment rapidement, il n'y a pas eu le petit truc en plus, on va dire. Rappelons qu'à Grenoble, il a été entraîné par une légende du club, Christian d'Alger. Une légende de fameuse. Monaco. De Monaco et de Toulon, les deux. Voilà. Et on est obligé de faire le running oui. gag sur Christian Ah bah, d'Alger. Hein. Christian, oui. Roger Mendy incoming. Mais du coup, voilà, effectivement, passage en Ligue 2 d'une saison pour Youri Djorkaeff, Beaucoup où de il buts. finit quand même, voilà. Alors, je sais pas, il est peut-être pas meilleur buteur, mais en tout cas, cette saison est très très prolifique pour lui. Hein. On est en 89-90, il finit avec 23 buts. Et tout de suite, Boris, il sent quand même le désir de progresser et il va atterrir dès la saison suivante à Monaco. Donc, on est en 1990. Et il arrive en octobre, assez tardivement. Il a déjà fait quelques justement, matchs. ce qui raconte Youri Djorkaeff, c'est que Strasbourg veut pas trop le laisser partir à l'époque. Strasbourg a raté la montée et donc repart sur une saison de Ligue 2. Djorkaeff, du coup, il a 22 ans, il a connu que la Ligue 2 à cette époque-là, mais il y a une opportunité, appelons-la comme ça, qui va se présenter, puisque on peut vous renvoyer à l'émission qu'on avait fait sur Glenn Hoddle. Glenn Hoddle, ses blessures s'arrangent pas et Monaco va finalement lui libérer à cette époque-là d'octobre 90 et du coup va obtenir une espèce de joker médical pour recruter un joueur pour remplacer Glenn Hoddle. Et ce joueur va être Youri Djorkaeff, donc qui arrive quand même avec Big Shoes to Fill, comme on dit en anglais, qui vient remplacer un certain Glenn Hoddle,
qui est considéré par beaucoup comme, surtout à l'époque, comme le meilleur joueur de l'histoire de l'AS Monaco, le meilleur joueur sur le terrain en tout cas, à minima. Donc il vient avec sûrement un petit peu de pression. Ouais, et effectivement, tu disais la saison avait déjà. Serum disait la saison avait déjà commencé. Il avait déjà joué 7 matchs avec Strasbourg et il avait déjà inscrit 4 buts. Donc il était encore reparti sur des bases très solides. On parlait de remplacer Glenn Hoddle. Rome, pourtant, on a affaire à un joueur qui n'est définitivement pas dans la même veine qu'un Glenn Hoddle, pas dans le même style, mais du coup qu'on a un petit peu de mal à définir. En tout cas, Aimé Jacquet, lui, a su le définir, Boris, aussi. Ouais, c'est vrai que c'était un profil, c'est pas tout à fait le meneur de jeu comme pouvait être Je crois qu'il s'attendait à autre chose. Je crois que Damien s'attendait à une petite imitation un peu foireuse. Ouais, bon, tu voulais... Yuri, c'est pas Zizou déjà, ça. Ça, il faut les regarder les yeux dans les bleus, évidemment, pour avoir... Voilà. Yuri Djorkaeff, c'est pas Yuri. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai cru que tu lançais Rome et puis tu m'as relancé moi derrière. Ouais, je voulais juste j'étais pas prêt, en fait. Là, tu m'as pris à contre-pied, quoi. Enchaîne maintenant, Rome, c'est à toi. Non, un profil, oui. C'est-à-dire qu'il est entre un attaquant de pointe, un milieu de terrain offensif, donc second attaquant. En 98, c'est plutôt comme ça qu'il va être utilisé derrière Guy Varche. Quand Guy Varche est là, Guy Varche est globalement là, en fait, sur toute la compétition. Donc c'est souvent Djorkaeff qui est derrière lui. Et malgré tout, à ce poste-là, et on va y revenir, il marque énormément de buts. Et pour revenir à ses débuts avec Monaco, pas forcément titulaire tout de suite lors de sa première saison. Par contre, il va être titulaire incontestable en coupe. Certainement, un peu comme on fait maintenant aussi. En coupe, tu fais un petit peu plus tourner, tu tentes un petit peu plus de choses. Voilà, dernière en date, évidemment, réponse mercredi. On prend des risques. Donc voilà, effectivement, première saison qui du coup laisse penser que la carrière de Djorkaeff à Monaco démarre sous les meilleurs auspices et donc va pouvoir continuer de la sorte la saison suivante. Il est le deuxième joueur, Boris, à avoir disputé le plus de matchs avec l'AS Monaco. Encore une fois, pas toujours titulaire, mais c'est vrai que encore une fois, le profil de Djorkaeff le rend difficilement classable. En tout cas, voilà, il est capable de jouer un peu partout, on va dire, devant, au milieu, mais du coup, ça le dessert un petit peu puisque ça fait jamais vraiment de lui un titulaire indiscutable. Ouais, c'est vrai qu'il est notamment pas mal en concurrence avec Gérald Passy, dont on a parlé là, qui est le buteur décisif en finale face à l'OM, qui avait remplacé Youri Djorkaeff dans ce match-là justement. Donc plutôt sur un poste de 10 à l'époque, mais effectivement avec une polyvalence qui parfois dessert certains joueurs qui peuvent remplacer un peu partout sur les côtés en 10, en attaquant de soutien. Mais toujours est-il qu'il commence quand même à s'affirmer sur cette saison 92. Tu l'as dit, deuxième joueur le plus utilisé en championnat même, avec 35 matchs et 9 buts. Et un parcours très intéressant puisque c'est la première finale européenne de l'AS Monaco qui va aller en finale de C2. Là aussi, en regardant un petit peu le détail des compositions, Djorkaeff n'est pas toujours titulaire. Il ne l'est pas, notamment en finale. Donc voilà, c'est un joueur qui est plutôt dans la rotation, on va dire, sur ces 2 premières saisons, qui n'est pas encore le joueur qui va s'affirmer un peu plus tard et qui va devenir international. Ouais, cette saison 91-92, c'est peut-être une des pires saisons, en tout cas des plus aigres-douces du club, finalement, dans l'histoire, parce qu'il y a cette deuxième place en Ligue 1, en D1 plutôt. Il y a cette finale perdue en C2 et cette finale non disputée en Coupe de France. C'est quand même un sentiment un peu étrange qui prédomine à la fin de cette saison 92. Mais voilà, 47 matchs disputés au total pour lui. Il participe un petit peu, mais pas vraiment, Rome, à cette épopée, cette finale de C2, notamment pas titulaire en finale. Il y a d'autres joueurs qui sont privilégiés quand même par Arsène Wenger. Ouais, il l'a dit Boris, je crois qu'il rentre vers l'heure de jeu en finale. Alors par contre, je pourrais je crois qu'il y a déjà 2-0. Ouais. Je pourrais plus dire également qui le remplace à ce moment-là, mais oui, ces 2 premières saisons, il remplace Patrick Valéry. Ouais, donc un choix très offensif, donc il devrait certainement y avoir 2-0, en effet. Il y avait déjà 2-0, il rentre à la 62e, ouais.
ces 2 premières saisons, c'est des saisons d'apprentissage, elles sont très très bonnes. Tu sens quand même que c'est un joueur avec un gros potentiel et il va exploser lors de la saison suivante, la saison 92-93 à titre individuel. Il va se mettre à marquer énormément de buts, ce qui lui permet d'être dans le top 10 des meilleurs buteurs avec 67 buts. Il fait toujours partie de ce fameux petit paquet là. Et ça va vraiment être l'avènement pour lui ces 2 saisons. Pareil pour 93-94, malgré l'arrivée d'un Enzo Scifo qui à l'époque est une star tout simplement du foot mondial, top 5, au minimum top 10 du Ballon d'Or à une ou 2 reprises. Et malgré tout, il va encore faire une très grosse saison. C'est là où il va être appelé en équipe de France en 93. Il va malheureusement participer à cette campagne un peu ratée de qualification. Il sera sur le banc face à la Bulgarie, il ne rentre pas. Par contre, il joue face à Israël. Donc c'est vraiment l'avènement de Djorkaeff, c'est cette période-là, 80, entre la finale de C2 et la fin 94. Donc c'est vraiment les 2 saisons où il explose au plus haut niveau. Ouais, justement, 93-94, il est meilleur buteur, 23 buts, en Ligue 1, enfin en D1 aussi, en tout cas même du club, 20 buts. Donc effectivement, c'est vrai que tu parlais de Scifo, Djorkaeff va pas mal jouer justement milieu droit, alors que du coup Scifo, qui était plutôt meneur de jeu, va se retrouver sur le côté gauche. Donc il y a quand même une installation pour lui, et au final ce joueur qu'on pourrait mettre milieu offensif, attaquant, 9,5, ou on sait pas trop, même milieu offensif droit, ça marche quand même. Il connaît de très très belles saisons. Un joueur qui avait quand même une très belle vision du jeu, en tout cas, moi, c'est aussi ce que je retenais. Il y avait quand même une qualité technique qui était assez indéniable, évidente. Une qualité de centre aussi que je trouvais justement intéressante. Mais j'aimais surtout aussi notamment sa vision du jeu. Je sais pas si c'est si vous avez des qualités qui vous viennent en tête à propos de Djorkaeff, tous les deux. Grosse frappe de balle. Moi, j'ai en mémoire quand même beaucoup de buts, des gros missiles, que ce soit avec Monaco ou encore une fois avec l'équipe de France. Pas trop en 98, d'ailleurs il ne marque pas. Par contre, à l'Euro 2000, il est clé, il marque un but contre l'Espagne, assez sublime sous la barre, en quart de finale. Donc de toute façon, on l'a dit, malgré un poste un petit peu excentré, pas vraiment face au but, il marque énormément de buts dans l'attaque monégasque. Et en équipe de France, il fait partie, pareil, des bons buteurs. Je sais pas du tout à combien de buts il doit être à une trentaine, je dirais. L'équipe de France, 28. 28, ouais. En 82 sélections, donc c'est un ratio plus que correct, sachant que c'était pas un joueur qui jouait devant, il tirait pas spécialement les coups francs non plus. Donc voilà. Pas mal. Oui, non, effectivement, c'est vrai que c'est un joueur autographe, comme je dis, que j'aimais beaucoup, et qui va même du coup s'imposer sur sa dernière saison, là vraiment on peut dire la saison de la maturité, en soutien des attaquants qui étaient Anderson et Petersen. Donc voilà, il va quand même encore une fois être largement mis à contribution, et encore une fois il va marquer pas mal de buts, puisque il est à 14 au total sur la saison, quand un Sonny Anderson est à 13. Donc il a plus de buts que Petersen par exemple. Donc voilà, quand même c'était un joueur qui savait être très malin aussi dans la surface de réparation. Joueur complet, joueur très complet de toute façon, Yuri, passeur, buteur, technique, plutôt intelligent dans ses orientations, dans ses déviations, la fameuse pour Thuram en 98. Donc évidemment, Yuri, c'était un des tout meilleurs milieux de terrain français de l'époque. Il a été complètement éclipsé par Zidane, parce que c'était Zidane, mais il aurait mérité avoir un peu plus de lumière sur lui. Oui, c'est justement ce qu'on pouvait lire aussi sur la petite fiche de Christophe sur SM Foot. Oui. Avec Zidane, c'était peut-être le meilleur joueur français à cette époque. Donc c'est vrai que c'était un joueur qui a tout de suite été... qui a eu finalement un parcours assez rapide. En quelques saisons à Monaco, il s'impose. Et derrière, il part au Paris Saint-Germain, Boris. Moins bien. Mais il part libre, malheureusement. Il n'y avait pas de transfert à cette époque-là. Enfin, il y avait des transferts, mais il n'y avait pas de... comme aujourd'hui, on va dire.
C'était pas 180 millions à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas de prêt avec option d'achat en cas de maintien. Ouais. Et on disait plutôt apparemment poussé par son père qui avait notamment joué au PSG, qui s'occupait de sa carrière, des contrats, des négociations. Et visiblement, voilà, le père avait beaucoup poussé pour que Djorkaeff rejoigne le PSG. Comme il a fait ça pour lui faire plaisir. Les pères toxiques. Encore un autre lien avec un autre. C'est vrai que son père, on l'a même pas dit, mais son père était un grand joueur quand même du football français dans des années peut-être moins pleines pour le football français, mais c'était un international qui avait joué dans la toute première équipe du PSG notamment, qui avait joué aussi à Lyon beaucoup. C'est quand même une lignée, alors c'est une lignée de 2, tu me diras, donc c'est lit éteinte, même si je crois que le fils joue aussi en professionnel aujourd'hui, mais pas au même niveau. Mais ouais, effectivement, le père qui a apparemment un petit peu facilité, on va dire, le passage au Paris Saint-Germain. Il y restera qu'une saison. Hein. Donc c'était vraiment pour faire plaisir à papa, quoi. C'est ça, il avait signé 2 saisons, mais au final, il ne reste qu'une seule saison, qui se passe très bien gagne d'ailleurs. La Coupe des Coupes. Voilà, la petite Coupe des Coupes, oui. Ça se passe quand même très très bien. Et puis derrière, il part à l'Inter Milan, où il va retrouver Monaco plus vite que prévu. Dans une double confrontation, Boris, dont on se souvient. Ouais. Malheureusement, en 80-97, il va jouer 2 finales de ces 3 là pour le coup à Milan, donc il va enchaîner quand même 3 finales européennes. Il perd celle de 97 après avoir sorti Monaco. En 98, ils vont finir par la gagner. Donc il complète petit à petit son palmarès. Il avait une Coupe de France, il va rajouter 2 coupes européennes et puis bientôt évidemment le palmarès avec l'équipe de France. Par contre, il a petite particularité de sa carrière, il n'a jamais été champion où que ce soit dans aucun pays. Ni de Ligue des Champions. Ouais, absolument. Il n'a pas les plus gros trophées en club. Ouais. Il lui manque effectivement cette Ligue des Champions. Il lui manque aussi un titre national. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est quand même. Je vais dire, c'est. Quand tu es à Kaiserslautern, c'est moins étonnant, mais quand tu es à l'Inter, l'Inter était quand même une grosse équipe de l'époque, mais ils étaient un peu en dessous des autres, tout simplement. En plus, je suis une équipe de coupe, comme on dit. Oui. Encore que Kaiserslautern est champion en 1998. C'est vrai. Ah merde. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que Kaiserslautern a eu quelques bonnes années, mais c'était un petit peu avant lui. Avec Otto Rehagel, je crois. Sévère. Mais le nom est lâché. Ouais. mais bon, voilà, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui manque un petit peu. En fin de compte, ça pourrait être, j'allais dire, un peu inhabituel. Non, des joueurs qui n'ont pas gagné le moindre championnat, il y en a tout un paquet. Mais un joueur qui a quand même un beau palmarès, voilà, exactement de ce niveau-là, avec un beau palmarès, c'est plutôt étonnant que dans tous les clubs où il est passé, il n'a jamais. Les gros joueurs de 98, quand tu regardes, je pense que la plupart ont gagné ces trophées-là. Et c'est vrai que lui est un petit peu en marge là-dessus, alors que pas forcément envie de le mettre en dessous des autres. C'était vraiment un titulaire à part entière de cette équipe. C'est pas le plus flashy, c'est pas celui dont on se souvient le plus. C'est celui qui a un peu cette étiquette du joueur sous-coté, mais qui du coup reste quand même très apprécié aujourd'hui, quoi. Tout le monde se souvient de lui. Il est quand même ultra régulier sur cette compétition. Donc c'est un profil un peu à part par rapport aux autres joueurs. Ouais. Et du coup, si on regarde les statistiques Rome, on voit quand même un joueur qui en 5 saisons a finalement fait ses matchs, et puis un joueur globalement assez prolifique. Encore une fois, on est un peu moins en termes de ratio, on est un petit peu en dessous des David Trezeguet par exemple, ou d'un Honda, mais on est quand même sur une belle moyenne, quoi. Surtout pour le poste, encore une fois, il n'est pas non plus attaquant de pointe, il est attaquant de soutien, voire milieu offensif de côté. Donc oui, c'est des très beaux chiffres. Je disais 67, c'est 68, en un peu moins de 200 rencontres. Alors, est-ce que c'est suffisamment remarquable pour figurer sur le mur des légendes de l'AS Monaco? On sait que Youri Djorkaeff est sur ce mur, dans les travées du stade Louis II. Pour autant, Boris, nous, on a fait le choix de ne pas le mettre pour plusieurs raisons. Ouais, c'est vrai que il y a une raison hyper simple, hyper basique qu'on utilise souvent, c'est déjà il n'y a pas de titre de champion de France, c'est quand même hyper limitant. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément. Rome en a vraiment fait un critère complètement discriminant. Moi,
pas forcément, mais j'ai pas trouvé de contre-exemple jusqu'à maintenant non plus, donc j'exclus pas que ça soit le cas. Et puis, je dirais aussi que quelque chose qui pêche un peu pour lui quand on a le détail, c'est que les saisons collectives de l'AS Monaco à cette époque-là se valent pas toutes. Les dernières sont pas très bonnes, et c'est celle où lui commence à être bon individuellement. Donc, mine de rien, il a un statut un peu de rotation, un peu de remplaçant dans les bonnes saisons 91-92. Et puis, quand il commence à devenir un petit peu meilleur et vraiment mettre sa marque sur l'équipe, c'est le moment où l'équipe est beaucoup moins bien classée. Donc c'est un peu ça pour moi qui l'a pénalisé. 9 et 6, 9 et 6e, ouais. Ouais, même si on va pas incriminer Djorkaeff sur ça, mais non, mais bon, voilà, quand t'es le leader d'une équipe qui tourne moins bien, c'est Ah, ça me rappelle Jean-Paul qui ça peut jouer contre toi. ouais, mais après c'était voilà, on se rappelle, voilà, c'était une époque, une période, une fin de cycle tout simplement avec Arsène Wenger. Hein, faut pas, peut-être pas entre guillemets chercher plus loin, mais voilà, je pense qu'il y a. Ah, mais on sait que tu l'aimes bien, Damien, donc on va pas trop le. Non, mais ça, voilà, je veux dire, Wenger sentait que ça répondait moins, voilà, avec les différentes composantes du club et des joueurs, qu'il était moins soutenu, que son discours s'essoufflait aussi. Donc voilà, ça s'est un peu moins bien terminé, en tout cas plus difficilement sportivement. Disons que je vois pas Djorkaeff comme le leader d'une grosse équipe de l'AS Monaco qui a fait des choses marquantes. Alors il y a quand même cette demi-finale en 94, effectivement. C'est un des joueurs quand même marquants de cette équipe, mais qui en même temps fait une saison assez foirée en championnat. Donc ouais, c'est un peu un deuxième type de critère quoi, pour moi qui a joué contre lui. Ouais. Rome, de ton côté, en plus du titre manquant pour le coup. Bah, très honnêtement, ça changerait énormément de choses qu'il y ait un titre, parce que la longévité est plutôt là, pas exceptionnelle, mais 196 matchs, il y a aucun souci. 5 saisons, ouais, non mais très bien. Il y a aucun souci. On a mis Glenn Hoddle qui a même pas 100 matchs, hein, donc Ouais. 196, ça peut faire le taf en tout cas. Le niveau, il y a pas grand souci. La Legacy, c'est un peu plus discutable, mais aussi parce qu'il n'y a pas de titre et enfin pas de titre de champion de France. Donc s'il est champion, il est sur le mur. Le même Yuri avec un titre en plus, du coup ça serait plus le même, donc il aurait un titre. Enfin il aurait le mur. Pardon. Ouais. Justement, au niveau de la Legacy, dans l'équipe, il y avait cette citation de Djorkaeff. Beaucoup pensent que j'ai joué 4 ans au PSG. On l'a dit, il n'a joué qu'une seule année au PSG. Mais il a joué par contre 5 ans à Monaco. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Est-ce qu'on n'a pas un peu de tendance à avoir oublié ça ? Ou encore une fois, comme on en a déjà parlé dans d'autres cas, est-ce que Paris n'a pas un peu phagocyté, aspiré tout ça, tout ce qui s'est passé avant ? Est-ce que tu l'associes vraiment à un club ? Comme on l'a dit, hein, il n'a pas gagné de C1, il a pas été champion national. Donc est-ce que tu l'associes réellement à un club, Djorkaeff, même à l'Inter, hein ? Je sais pas. Surtout, Moi j'ai l'impression que les images c'est beaucoup PSG Inter. Alors Inter c'est notamment parce qu'il a mis des buts assez fabuleux là-bas. C'est souvent ceux qui passent en boucle. Il est très aimé encore là-bas. Il a quand même joué 3 saisons, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est plus attaché à ces deux clubs-là. Peut-être aussi parce que c'est un peu le prime de sa carrière finalement. Ça correspond aussi au moment où l'équipe de France va gagner. Il gagne quand même des Coupes d'Europe là-bas. C'est un peu plus marquant que ces dernières saisons chez nous, où il marque beaucoup de buts, mais c'est peut-être moins avec des résultats collectifs moins marquants, quoi. Pour moi, Yuri, c'est l'équipe de France, avant tout. Et un peu comme Thuram, hein. Quand on avait fait Thuram, c'était un peu pareil. Pour moi, Thuram, je le vois quand même beaucoup à la Juve aussi, et à Parme. Au Barça. En Italie. Toi, moi, la Juve, Thuram. Au Paris Saint-Germain aussi. Moi, je le vois beaucoup dans les librairies, mais bon. Sur les plateaux télé. Mais ouais, c'est vrai que je pense plus aussi à l'équipe de France, ou sinon, comme Boris, c'est vrai plus Inter et Paris. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des histoires, des fins de parcours dans différents clubs qui n'ont pas toujours été très réussis avec Djorkaeff. Même quand il part de Kaiserslautern, c'est pas non plus en étant en bon terme avec son entraîneur. Il reste qu'une saison à Paris. Il est plus en odeur de sainteté vraiment à l'Inter Milan à la fin non plus. On a l'impression qu'il y a toujours un peu quelque chose qui fait que ça marque pas véritablement ou durablement un club aussi. Djorkaeff à un moment donné. Je sais pas si. Je sais pas, mais je te dis, c'est l'éternel. C'est un peu le Poulidor d'Anctil et lui, c'est le Poulidor de Zidane, quoi.
Ouais, peut-être. C'est- Ouais. bon. Bon, moi j'ai toujours dit Team Poulidor, Team Le Djorkaeff. Scottie Pippen aurait dit un autre, mais Oui. en même temps, le serpent, c'est pas la fidélité en général. Ouais, Son c'est attribut vrai. premier. C'est vrai que là, le surnom est pas forcément le mieux choisi. N'oublions pas, mentionnons aussi la belle carrière de chanteur de Yuri Djorkaeff. Ça me Un semble. petit extrait. Un petit extrait. Extrait. tout de suite. Allez, je te laisse poster ça en post-prod. On peut- Pour le sauver, on peut dire quand même que c'est le meilleur Yuri de l'histoire de l'AS Monaco. Oui, c'est mieux qu'Yuri Tillmans, on est d'accord. Par contre, au niveau de la Legacy, je voudrais juste ajouter un truc. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi sur le fait que j'ai l'impression que pas mal de gens aimeraient bien un retour de Djorkaeff au club, en tout cas à une époque, en tant que directeur sportif. Je sais pas pourquoi c'est toujours venu comme ça, ou en tout cas c'est toujours un nom qui est venu quand Monaco cherchait éventuellement un directeur sportif. On avait souvent ce nom de Djorkaeff qui revenait. Je sais pas si vous partagez ça, mais en tout cas ça m'a marqué. Donc peut-être que quelque part les gens ne l'ont pas totalement oublié. Ouais, par manque d'imagination, sûrement, parce que souvent quand on demande d'avoir tel ou tel dans le staff, c'est des anciens joueurs. On pense que tout, ce qui est souvent, enfin ce qui existe dans certains clubs maintenant, il faut que ça s'accompagne de la compétence. Djorkaeff, il n'a pas particulièrement prouvé, il a eu quelques engagements, je crois je sais pas s'il n'est pas toujours ambassadeur du PSG, il l'a été en tout cas à un moment, il a travaillé pas mal à la FIFA aussi. Maintenant, des rôles d'ambassadeur ou de consultant, c'est une chose, des rôles vraiment de responsabilité pour diriger tout ou partie d'un club, c'est encore autre chose, donc je ne suis pas sûr que c'est forcément quelque chose pour lequel il est bâti. Oui, ce que je veux dire, c'est que personne ne réclamait Djorkaeff à un autre endroit que à ce poste-là précisément, ce qui est assez. Voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui suscite ça, pour quelle raison il devrait être. Enfin, pour quelle raison certains le voient particulièrement directeur sportif d'un club. Ou en tout cas de Monaco. Enfin voilà, c'est quelque chose que je voyais qui revenait souvent comme proposition, en tout cas quand on en avait besoin. C'était assez rigolo, donc voilà, je pense à ça et je me dis peut-être que ça peut ajouter un quart d'étoile à sa legacy. En tout cas, pour nous, c'est un non. Pour le public, pour les auditeurs, c'est un oui à 67,9%, ce qui doit le mettre un peu au-dessus de Shabani Nanda quand même. Quasiment comme Petit. Ouais, un petit peu en dessous de Petit, effectivement. C'est vrai que voilà, c'est bon. La décennie 90, qui est une des plus belles décennies de l'AS Monaco, avec les années 60, qui pour autant voit ses représentants quelque peu malmenés dans les sondages, étonnamment. Parce que ça commence à dater un petit peu, mais et puis on va pas non plus tous les mettre de cette époque-là. Encore une fois, oui, la décennie 90, elle est très très belle. Mais le vrai titre, c'est 97, même la meilleure période. Il n'y a qu'un titre, mine de rien. Bah après, il y a la Coupe de France, mais après, il y a des parcours européens, et puis le titre de 2000, t'es à cheval sur les deux. Donc, mais dans tous les cas, Djorkaeff ne fait pas partie de ces équipes-là. Mais c'est vrai que ça sera intéressant à la fin du mur de voir la répartition par époque. Ouais. Moi, j'essaye encore une fois d'être un peu, de répartir un petit peu, mais je pense que les années 90, il y aura pas grand problème quand même pour qu'il y ait au moins une dizaine de mecs, je pense, sur le mur de cette époque-là. Ouais, en tout cas, qui ont participé à l'époque. Parce que Ettori, par exemple, tu peux le compter un peu dans cette décennie-là, quand même. Oui, il est à cheval sur 3 de toute façon, lui. Donc, ouais, voilà. Mais voilà, c'est vrai que ce sera intéressant de voir ça. Surtout que dans les années, la décennie 90, on a encore de très très beaux noms à sortir, à parler. On aura Enzo Schifo prochainement aussi, voilà, par exemple. Et il y en aura encore d'autres, des Sonny Anderson, des Klinsmann, Ikpeba, bien sûr. Voilà, il y aura encore Basile Boli. Eric Dimeco. Voilà, tant qu'à faire. Mais voilà, on aura Eric encore Dimeco, des jolis déjà beaucoup plus que Basile Boli, on va pas non plus. Un peu plus, effectivement. Ah bah il y a pas photo. Oui. On a fini du coup avec les champions du monde 98 aussi, parce que si je dis pas de bêtises, on a fait les 5.
On a fait les 5, donc n'hésitez pas à aller réécouter les émissions hein, sur Barthès, Trezeguet, Henry, Petit. Je vous mets le mur, et donc sur les 5, il y en a 3. Ce qui est plutôt pas mal. Et de mon côté... Ça montre aussi l'exigence. De mon côté, il y en a 4. Il y en a 4, parce que je rappelle que j'avais mis Thierry Henry en tant que meilleur joueur formé au club. Ouais, que du coup, moi j'ai mis Emmanuel Petit et Manu Amoros avant. Ça se discute. Que Petit est un plus grand joueur que Thierry Henry, je veux bien l'entendre. Pardon. Au revoir. Ah, mais enfin bon. L'histoire du merde. foot, Pas déconner quand même. compliqué. Mbappé éventuellement. Mais... Oui, Mbappé, on verra, mais on verra dans 15 ans, quoi. Enfin bon. Du coup, prochain rendez-vous, prochain mur des légendes. On parlait de cette décennie, de ce titre 99-2000 qui était à cheval. On va parler d'un de ses représentants. On va parler du Mexicain Rafa Marquez qui a donc un joli trophée avec l'AS Monaco et qui a laissé quand même une belle impression aussi. Donc voilà, Il en a 2 même. Il en a 2 parce que bon, la Coupe de la Ligue, c'est moins clinquant quand même. Voilà, mais il en a 2. C'est moins rêvé, effectivement. Mais c'est pour pas tout dire. Voilà, on laisse un peu de suspense. Voilà. Donc Marquez, prochain rendez-vous pour le lundi prochain. Merci Boris et merci Rome. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et bisous.